L'âme chercheuse. Tu as toujours eu des questions qui dérangent, des questions que personne autour de toi ne se pose vraiment. Tu ne te contentes jamais des réponses toutes faites. Tu remets en question, tu creuses. Quand tu comprends quelque chose de fondamental, tu te sens vivant. Quand tu n'as plus rien à explorer, tu te sens éteint. Là où d'autres s'installent dans des certitudes, toi, tu avances dans le doute. Tu ne veux pas croire, tu veux comprendre. Et parfois, tu as l'impression que ton esprit ne s'arrête jamais. Tu peux être entouré et pourtant te sentir seul, parce que peu de gens comprennent ce qui t'habite. Ce n'est pas de l'instabilité, ce n'est pas une crise existentielle, c'est une nature. Tu es ce qu'on appelle une âme chercheuse. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre le fonctionnement de cette nature et comment vivre aligné avec. Et surtout, pourquoi cette nature est précieuse, même si elle te pèse parfois. La nature de l'âme chercheuse. Il y a des gens qui sont faits pour chercher, pas pour trouver, pour chercher. Cette distinction est fondamentale. Elle explique pourquoi tu ne te reposes jamais vraiment. Pourquoi dès que tu as compris quelque chose, tu passes déjà à la question suivante. Pourquoi l'arrivée est toujours moins importante que le chemin? Si tu es une âme chercheuse, tu as toujours été habité par des questions que personne autour de toi ne se posait, des questions qui n'ont pas de réponse simple, des questions qui te tiennent éveillé la nuit. Pourquoi on est là? Quel est le sens de tout ça? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Comment fonctionne vraiment le monde? Qu'y a-t-il au-delà de ce que nous voyons? Tu ne poses pas ces questions pour briller. Tu ne les poses pas pour impressionner. Tu les poses parce que tu ne peux pas faire autrement, parce que tu ne peux pas vivre sans chercher à comprendre. D'autres peuvent se satisfaire d'une vie construite sur des conventions, sur des réponses héritées, sur des certitudes non questionnées. Pas toi. Quelque chose en toi refuse cette facilité. Quelque chose en toi a besoin de voir par toi-même, de toucher la vérité directement, de comprendre depuis l'intérieur. Tu ressens la vie à travers la quête, à travers la recherche, à travers ce que tu ne sais pas encore. Quand tu explores, tu es vivant. Ton esprit s'illumine, ton cœur bat plus fort. Tu te sens aligné avec ton essence profonde. Quand tu stagnes, tu t'éteins. Tu deviens irritable, déprimé, vide, parce que ton âme a soif de nouveauté, de découverte, de compréhension. Cette soif n'est jamais étanchée. C'est à la fois ta malédiction et ta bénédiction. Ta malédiction parce que tu ne connais jamais le repos complet. Ta bénédiction parce que cette soif te garde vivant, éveillé, en mouvement. Ton rapport aux gens, ton rapport aux autres est complexe. Tu aimes profondément l'humanité, mais tu te sens souvent en décalage avec les humains concrets que tu rencontres. Tu aimes les gens qui pensent, les gens qui remettent en question, les gens qui ne se contentent pas des réponses toutes faites, les gens qui osent explorer les zones d'ombre, les paradoxes, les mystères. Quand tu rencontres quelqu'un comme toi, quelqu'un qui vibre sur la même fréquence de questionnement, quelque chose en toi s'éveille. Tu peux passer des heures à discuter, à explorer des idées, à partager des perspectives. Ces moments sont précieux, rares, mais précieux. Tu as du mal avec ceux qui vivent en surface, avec ceux qui ne se posent jamais de questions, avec ceux pour qui la vie se résume à des routines, à des objectifs matériels, à des distractions. Ce n'est pas du mépris. C'est une incompatibilité fondamentale. Tu ne sais pas comment être avec eux. Tu ne sais pas de quoi parler. Tu ne sais pas comment partager ce qui t'habite sans les perdre ou les ennuyer. Les conversations superficielles te vident. Les petits bavardages te fatiguent. Tu dois te forcer à participer, à montrer de l'intérêt pour des sujets qui ne t'en inspirent aucun. Et cet effort constant d'adaptation finit par t'épuiser. Tu as appris à porter des masques. Le masque social qui sourit, qui acquiesce, qui fait semblant de s'intéresser aux mêmes choses que tout le monde. Mais derrière ce masque, tu te sens terriblement seul. Parce que personne ne voit qui tu es vraiment. Personne ne perçoit la profondeur de tes questionnements. Personne ne comprend cette soif insatiable de sens qui te dévore. Alors tu te retires. Tu gardes pour toi tes vraies pensées. Tu ne partages plus ce qui compte vraiment.
Tu apprends à vivre dans deux mondes. Le monde social, où tu joues un rôle, et ton monde intérieur, où tu es vraiment toi. Cette séparation crée une solitude particulière. Une solitude qui persiste même quand tu es entouré. Parce que tu peux être physiquement présent dans un groupe et mentalement à des années-lumière, perdu dans tes réflexions. Tu cherches désespérément ta tribu, ces âmes rares qui comprennent sans que tu aies besoin d'expliquer. Ces esprits qui voient ce que tu vois, ces cœurs qui résonnent avec le tien. Quand tu les trouves, tu t'accroches. Tu investis profondément ces relations parce qu'elles sont rares et précieuses. Mais même là, tu restes prudent parce que tu as été déçu avant, parce que des gens que tu pensais profonds se sont révélés superficiels, parce que des amitiés que tu croyais solides se sont dissoutes dans la banalité. Tu as aussi un rapport étrange à la foule. Tu peux observer les gens pendant des heures, étudier leur comportement, essayer de comprendre ce qui les motive, comment ils pensent, pourquoi ils font ce qu'ils font. Cette observation n'est pas froide, elle est fascinée. Tu vois l'humanité comme un mystère à déchiffrer. Chaque personne est un univers que tu aimerais explorer. Mais cette même fascination crée une distance, parce que tu observes plus que tu ne participes, parce que tu analyses plus que tu ne ressens, parce que ton mental est toujours en marche, toujours en train de décortiquer, toujours en train de comprendre. Le temps pour toi, c'est une illusion. Ou du moins, tu le vis différemment des autres. Tu ne vis pas dans le futur, comme ceux qui planifient obsessionnellement. Tu ne vis pas vraiment dans le présent non plus, malgré ce que tous les enseignements spirituels recommandent. Tu vis dans une sorte d'intemporalité, dans un espace mental où passé, présent et futur coexistent, où les idées n'ont pas d'âge, où les questions sont éternelles. Quand tu réfléchis à quelque chose, tu peux perdre la notion du temps. Des heures passent comme des minutes. Tu t'enfonces dans tes pensées, tu explores des chemins mentaux, tu construis des théories, tu déconstruis des croyances. Pour toi, le temps n'est pas linéaire. C'est un espace à explorer. Tu peux sauter d'une époque à l'autre dans tes réflexions. Tu peux relier des concepts séparés par des siècles. Tu peux voir des patterns qui traversent le temps. Cette manière de vivre le temps te rend souvent inadapté au monde moderne. Le monde moderne demande de la rapidité, de l'efficacité, de la productivité mesurable. Mais toi, tu as besoin de lenteur pour penser, de temps pour explorer, d'espace pour comprendre. On te reproche peu d'être dans la lune, distrait, déconnecté. On te dit de revenir sur Terre, de te concentrer, d'être plus présent. Mais ton esprit fonctionne autrement. Il ne peut pas se satisfaire de la surface. Il doit plonger dans les profondeurs. Et cette plongée prend du temps, un temps que le monde moderne ne veut pas te donner. Tu as aussi un rapport particulier à l'ennui. Ce que les autres appellent ennui, tu l'appelles stagnation. Et la stagnation, pour toi, est insupportable. Tu as besoin de stimulation intellectuelle constante, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles perspectives. Sans cela, tu dépéris. C'est pourquoi tu lis beaucoup. Tu apprends constamment. Tu explores différents domaines. Tu ne peux pas rester dans une seule discipline parce que ton esprit a besoin de connexions transversales. Les autres te trouvent peu, être dispersé, incapable de te spécialiser, toujours en train de passer d'un sujet à l'autre. Mais tu ne te disperses pas, tu explores, tu cherches les liens cachés entre les choses. Tu construis une compréhension globale qui intègre des savoirs multiples. Le temps, pour toi, devrait être élastique, capable de s'étirer quand tu explores quelque chose de fascinant, capable de se contracter quand tu dois accomplir des tâches routinières. Mais le temps du monde est rigide. Il impose ses rythmes, ses horaires, ses deadlines. Et tu dois constamment lutter pour faire rentrer ta manière d'être dans ces cases temporelles qui ne te conviennent pas. La solitude, tu es souvent seul. Pas parce que tu n'aimes pas les gens, mais parce que peu de gens comprennent ta manière de penser. La solitude, pour toi, n'est pas une punition. C'est un espace nécessaire. Un lieu où tu peux être pleinement toi-même,
sans avoir à te traduire, à t'expliquer, à te justifier. Tu as besoin de solitude pour penser, pour explorer, pour te perdre dans tes réflexions sans être interrompu, sans être rappelé aux obligations sociales, sans avoir à maintenir une façade. Dans la solitude, ton esprit peut vagabonder librement. Tu peux suivre une idée jusqu'au bout de sa logique. Tu peux explorer des hypothèses sans craindre le jugement. Tu peux remettre en question tes propres certitudes sans avoir à défendre une position. La solitude ne te fait pas peur. C'est ton espace naturel, ton sanctuaire mental. Mais cette solitude a un coût. Elle crée une distance avec les autres. Elle renforce le sentiment d'être différent, à part, incompris. Tu te demandes parfois si quelque chose ne va pas chez toi. Pourquoi tu ne peux pas être comme les autres qui semblent si à l'aise dans la légèreté? Pourquoi tu as besoin de tant de temps seul, alors que d'autres se nourrissent du contact humain constant? Tu essaies parfois de te forcer à être plus social. Tu acceptes des invitations même si tu n'en as pas envie. Tu participes à des activités de groupe même si tu sais que tu vas te sentir épuisé après. Mais invariablement, tu reviens à ta solitude, parce que c'est là que tu te ressources vraiment. C'est là que tu retrouves ton équilibre. C'est là que tu peux être authentiquement toi. Les gens ne comprennent pas toujours ce besoin. Ils le prennent personnellement. Ils pensent que tu les rejettes, que tu ne les aimes pas, que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est pas eux. C'est ta nature. Tu as besoin d'alterner les moments de connexion et les moments de retrait. Tu as besoin de charger tes batteries dans le silence et la solitude. Cette solitude peut aussi devenir problématique quand elle se transforme en isolement. Quand tu passes tellement de temps dans ta tête que tu perds le contact avec le monde réel. Quand tes réflexions tournent en boucle sans ancrage dans la vie concrète. Il y a une différence entre la solitude choisie qui nourrit et l'isolement subi qui appauvrit. La solitude, c'est quand tu choisis de te retirer pour te ressourcer. L'isolement, c'est quand tu te caches parce que tu as peur, parce que tu as abandonné, parce que tu ne crois plus possible de te connecter vraiment. Tu marches parfois sur cette ligne fine entre les deux. Tu te retires par besoin légitime de solitude, mais tu restes retiré par peur de ne pas être compris, par fatigue de toujours devoir traduire ta profondeur en superficialité acceptable. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour continuer ce voyage de reconnaissance. Ta blessure centrale, c'est de ne pas être compris. Cette blessure traverse toute ta vie comme un fil rouge douloureux. De partager quelque chose de profond et de voir les regards vides, de sentir que personne ne voit ce que tu vois, de réaliser que tes questions les plus importantes laissent les autres indifférents. Cette incompréhension a commencé tôt, peut être dans ton enfance, quand tu posais des questions que les adultes trouvaient dérangeantes ou inappropriées, quand tu remettais en question des choses que tout le monde acceptait sans réfléchir. On t'a peu être dit de te taire, d'arrêter de poser tant de questions, d'accepter simplement les choses telles qu'elles sont, de ne pas compliquer ce qui est simple. Mais pour toi, rien n'était simple. Tout méritait d'être questionné. Tout cachait des profondeurs à explorer. Tu as appris, petit à petit, que ta manière de penser dérangeait, qu'elle mettait les gens mal à l'aise, qu'elle créait une distance entre toi et les autres. Alors tu as commencé à te censurer, à garder tes vraies questions pour toi, à ne montrer qu'une version édulcorée de ta profondeur, juste assez pour ne pas paraître totalement superficielle, mais pas assez pour effrayer. Cette autocensure est devenue une seconde nature. Tu filtres automatiquement ce que tu peux dire et ce que tu dois garder pour toi. Tu jauges ton interlocuteur en quelques minutes pour savoir jusqu'où tu peux aller. Et la plupart du temps, tu ne peux pas aller très loin. Alors tu restes à la surface, frustré, te sentant invisible même, en pleine conversation. Quand tu te sens incompris, tu te retires, tu arrêtes d'essayer, tu gardes tout pour toi, et tu te sens terriblement seul. Cette solitude est d'autant plus douloureuse qu'elle coexiste avec un désir profond de connexion. Tu ne veux pas être seul, tu veux partager, tu veux être vu, tu veux que quelqu'un comprenne ce qui t'habite. Mais l'incompréhension répétée a créé une blessure,
une sensibilité exacerbée au rejet intellectuel, une peur de te montrer vraiment et d'être à nouveau mal compris. Tu as être développé une forme de cynisme, une voix intérieure qui te dit « À quoi bon essayer ? Personne ne comprendra de toute façon ». Cette voix te protège de la déception, mais elle te coupe aussi de la possibilité de vraie connexion. Tu te demandes si tu es trop compliqué, trop profond, trop intense, si tu ne devrais pas simplement apprendre à être plus léger, plus simple, plus comme les autres. Mais quand tu essaies de te simplifier, tu te sens faux, tu te trahis toi-même, tu renies une partie essentielle de qui tu es. Cette blessure d'incompréhension se manifeste aussi dans ta relation à toi-même. Parce que si personne ne te comprend, tu finis par douter de ta propre légitimité. Tu te demandes si tes questions ont vraiment du sens, si ta quête a vraiment de la valeur, si ta manière d'être au monde est vraiment valable. Tu as besoin d'être validé, pas dans ton ego, mais dans ton essence. Tu as besoin que quelqu'un te dise « Tes questions sont importantes, ta profondeur est précieuse, ta quête a du sens ». Mais cette validation vient rarement. Alors tu continues à douter, à te questionner non seulement sur le monde, mais sur toi-même. Ta peur inconsciente, c'est de ne jamais trouver, de chercher toute ta vie sans jamais comprendre, de mourir avec toutes ces questions sans réponse. Cette peur te hante même si tu ne l'admets pas toujours. Elle se cache derrière ton besoin compulsif d'explorer, derrière ton incapacité à te satisfaire d'une réponse partielle. Derrière ton angoisse, quand tu sens que tu stagnes, tu as peur que ta quête soit vaine, que toutes ces heures passées à réfléchir, à lire, à explorer, ne mènent nulle part, que tu arrives à la fin de ta vie et réalises que tu as couru après du vent. Cette peur te pousse à chercher encore plus intensément, à accumuler les connaissances, à multiplier les explorations, à ne jamais t'arrêter, comme si l'arrêt signifiait l'échec. Mais cette fuite en avant crée son propre problème, parce qu'en cherchant constamment, tu ne t'accordes jamais le temps d'intégrer ce que tu as déjà trouvé. Tu passes d'une idée à l'autre, sans jamais vraiment habiter aucune. Tu as peur aussi de te tromper, de consacrer ta vie à une mauvaise piste, de construire ta compréhension sur des fondations erronées, de réaliser trop tard que tu es parti dans la mauvaise direction. Cette peur crée un doute permanent. Tu remets en question même tes propres conclusions. Tu ne peux jamais être totalement certain de rien. Et cette incertitude chronique est épuisante. Il y a aussi une peur plus profonde encore, celle de perdre ta capacité à chercher, de devenir comme les autres, satisfait de réponses superficielles, installé dans des certitudes confortables, de perdre cette étincelle qui te pousse à questionner. Pour toi, cesser de chercher équivaut à mourir, pas physiquement, mais spirituellement. Tu as peur de cette mort-là plus que de la mort physique, parce que ta quête, c'est ce qui te définit, c'est ce qui donne un sens à ton existence. Tu as peur aussi de la folie, de trop penser, de te perdre dans tes réflexions au point de perdre pied avec la réalité. Tu sens parfois que ton esprit pourrait t'entraîner dans des abîmes dont tu ne reviendrais pas. Cette peur te fait osciller entre deux extrêmes. Parfois tu plonges totalement dans tes explorations, au risque de te perdre. Parfois tu te freines brutalement, par peur d'aller trop loin, et tu te sens alors frustré et éteint. Ce qui te fatigue, c'est la superficialité. Les conversations vides, les gens qui parlent pour ne rien dire, les situations où tu dois jouer un rôle. Chaque interaction sociale superficielle te coûte de l'énergie. Tu dois masquer ta vraie nature. Tu dois faire semblant de t'intéresser à des sujets qui t'ennuient. Tu dois contenir tes vraies pensées pour ne pas déranger. Cette dépense énergétique constante finit par t'épuiser. Tu rentres chez toi vidé après une journée de travail, non pas parce que le travail était difficile, mais parce que tu as dû jouer un personnage toute la journée. Les événements sociaux te drainent. Les fêtes, les réunions de famille, les soirées entre amis où les conversations restent en surface. Tu y vas parfois par obligation, mais tu comptes les minutes jusqu'à pouvoir partir. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les gens, c'est que ces interactions ne te nourrissent pas, elles te vident. Parce qu'il n'y a pas de profondeur, pas de vraie connexion,
pas d'exploration de quoi que ce soit de significatif. Tu te fatigues aussi à force de penser, à force de chercher, à force de ne jamais pouvoir arrêter ton esprit. Ton mental est comme un moteur qui tourne constamment. Même quand tu essayes de te reposer, il continue à analyser, à questionner, à explorer. Cette activité mentale incessante est épuisante. Tu aimerais parfois pouvoir éteindre ton cerveau, juste exister sans penser, juste être sans questionner, mais tu ne sais pas comment faire. La méditation te semble impossible parce que ton esprit refuse de se taire. Les activités relaxantes ne te relaxent pas vraiment parce que même là, tu analyses, tu réfléchis, tu cherches à comprendre. Tu te fatigues aussi de ta propre exigence. Tu ne peux pas te contenter d'une compréhension superficielle. Tu dois creuser jusqu'à toucher le fond. Cette exigence est noble, mais elle est aussi épuisante. Tu te fatigues de devoir toujours traduire ta profondeur en superficialité acceptable, traduire tes questions complexes en formulations simples, traduire ton langage intérieur en langage social. Cette traduction constante crée une dissociation. Une partie de toi parle, agit, interagit dans le monde. Une autre partie, la vraie, reste cachée, observant, analysant, se sentant incomprise. Ce qui te nourrit vraiment, c'est la profondeur. Les conversations vraies, les idées nouvelles, les perspectives différentes. Quand tu rencontres quelqu'un qui pense comme toi, qui questionne comme toi, qui explore comme toi, tu t'illumines. Ces rencontres sont rares, mais elles te nourrissent pour des mois. Une conversation profonde avec une âme sœur intellectuelle te donne plus d'énergie que des semaines de repos. Parce que dans ces moments-là, tu peux enfin être toi. Tu n'as pas à te traduire. Tu n'as pas à te retenir. Tu peux laisser ton esprit s'exprimer pleinement. Les livres te nourrissent profondément. Pas tous les livres, mais ceux qui ouvrent de nouvelles perspectives. Ceux qui remettent en question tes certitudes. Ceux qui t'emmènent dans des territoires que tu n'avais jamais explorés. Un bon livre, pour toi, c'est comme rencontrer un ami qui comprend. L'auteur parle ton langage. Il explore les questions qui t'habitent. Et même s'il n'apporte pas toutes les réponses, le simple fait de partager la quête te nourrit. Les moments où tu comprends quelque chose que tu ne comprenais pas avant te remplissent d'une joie particulière. Ce aha moment, où soudain des pièces du puzzle s'assemblent, où une perspective nouvelle éclaire tout différemment. Ces moments sont ceux pourquoi tu vis. Tu as besoin de sentir que ta quête a du sens, que chercher n'est pas une perte de temps, que ta manière d'être au monde est valable, même si elle est minoritaire. Quand quelqu'un valide ta profondeur, quand quelqu'un reconnaît la valeur de tes questions, quand quelqu'un te dit « moi aussi je me pose ces questions », tu te sens vu, et ce sentiment d'être vu te nourrit profondément. L'art te nourrit aussi, pas l'art décoratif, mais l'art qui pose des questions, l'art qui explore la condition humaine, l'art qui ne te donne pas de réponse toute faite, mais qui t'invite à réfléchir. La nature te nourrit d'une manière différente. Dans la nature, tu peux enfin sortir de ton mental. Les questions existentielles deviennent moins pressantes face à la simplicité d'un arbre, d'une montagne, d'un océan. Les silences partagés te nourrissent plus que les bavardages. Être avec quelqu'un en silence, sans avoir besoin de remplir le vide avec des mots, c'est une forme de connexion profonde qui te ressource. Les signes que tu es une âme chercheuse. Tu as toujours posé des questions que personne ne comprenait. Depuis l'enfance, tu voyais des mystères là où les autres voyaient de l'évidence. Tu as du mal à vivre sans chercher à comprendre. La vie te semble vide si elle n'est qu'une succession d'événements sans signification profonde. Tu te sens seul, même entouré, parce que peu de gens partagent ta manière de voir le monde, ta soif de profondeur, ton besoin de sens. Tu as l'impression de venir d'ailleurs, comme si tu n'étais pas tout à fait de ce monde, comme si ta vraie maison était quelque part dans le royaume des idées. Tu as du mal à t'ancrer dans le quotidien. Les tâches routinières te pèsent, les obligations pratiques te semblent insignifiantes face aux grandes questions qui t'habitent. Tu es attiré par les mystères, les paradoxes, les questions sans réponse. Là où d'autres fuient l'incertitude, toi tu l'embrasses.
Tu changes souvent d'intérêt, non par inconstance, mais parce que tu cherches à comprendre le monde sous tous ses angles. Tu lis beaucoup, tu apprends constamment, tu explores différents domaines sans jamais vraiment te spécialiser dans un seul. Tu as des conversations intérieures complexes. Ton dialogue intérieur est riche, nuancé, parfois contradictoire. Tu remets en question même tes propres certitudes. Tu ne peux pas t'empêcher de voir les limites de tes propres croyances. Le cadeau de l'âme chercheuse. Être une âme chercheuse est parfois difficile. Cela crée de la solitude, de l'incompréhension, de l'épuisement. Mais c'est aussi un cadeau précieux. Tu vois des profondeurs que les autres ne voient pas. Tu perçois des connexions que les autres ne perçoivent pas. Tu comprends des subtilités qui échappent à la plupart. Ta quête constante t'empêche de stagner. Elle te garde vivant, curieux, en mouvement. Elle fait de toi quelqu'un qui grandit constamment, qui évolue, qui se transforme. Ta profondeur te rend capable d'une empathie particulière. Tu comprends la complexité humaine. Tu vois que rien n'est simple, que tout le monde porte ses propres questions, ses propres luttes. Ta remise en question constante te garde humble. Tu ne t'installes jamais dans l'arrogance de celui qui croit tout savoir. Tu restes ouvert, réceptif, prêt à changer de perspective. Le monde a besoin d'âmes chercheuses. Il a besoin de gens qui questionnent, qui explorent, qui refusent les réponses faciles. Il a besoin de ta profondeur, de ta quête, de ton refus de la superficialité. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop compliqué, tu n'es pas inadapté. Tu es simplement fait pour chercher. Et c'est précieux, même quand c'est difficile. Même quand tu te sens seul, même quand tu doutes. Ta quête a du sens. Tes questions sont importantes. Ta manière d'être au monde est valable. Continue à chercher, continue à questionner, continue à explorer, parce que c'est qui tu es. Et qui tu es est exactement qui tu dois être. Si tu t'es reconnu dans ces mots, si tu as senti que cette description parlait de toi, écris simplement dans les commentaires « âme chercheuse » ou « je me reconnais ». Pas pour moi, pour toi, pour affirmer ta nature, pour te connecter aux autres âmes chercheuses qui te liront. Tu n'es pas seul. Il y a d'autres comme toi, d'autres qui cherchent, qui questionnent, qui explorent. Et ensemble, vous changez le monde. Pas par des actions spectaculaires, mais par votre refus de vous satisfaire de la superficialité, par votre insistance à chercher le sens, par votre courage de questionner ce que tout le monde accepte. Continue. Le monde a besoin de toi.